Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. On va bien s'amuser mardi 5 avril 2026, géopolitique, macroéconomie américaine, réserve fédérale des États-Unis, enfin, semaine qui pourrait voir définitivement la confirmation de l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed. C'est fait à 99,9%, il arrivera à partir du 16 mai, mais Popo s'accroche. Jérôme Powell, a priori, ne quittera pas sa place au sein du FOMC, alors que tous les anciens présidents de la Fed le faisaient. Lui, il veut rester. Ça promet une confrontation au sommet, puisque vous imaginez qu'il y aura à la fois Kevin Warsh et Powell. Enfin, il ne sera plus le président, il n'aura pas les mêmes prérogatives, mais voilà. Donc ça s'annonce sportif. Sans oublier une fois Kevin Warsh à la tête de la Fed, la commission bancaire du Sénat US va enfin pouvoir prendre le taureau par les cornes. Le taureau par les cornes, le taureau par les cornes, c'est quoi? Le taureau, c'est le Clarity Act, la nouvelle réglementation crypto qui va permettre une institutionnalisation massive, bien plus que ce qui est déjà le cas aux États-Unis de Bitcoin et notamment des altcoins. D'ailleurs, dans cette nouvelle édition du CTB, je vais commencer par vous parler du Clarity Act car il arrive. C'est le socle, c'est la fondation du grand bull market qui aura lieu notamment sur les années 2027 et 2028 et 2029 pour le prochain sommet du cycle. Donc on commence par première partie par le Clarity Act. Deuxième partie, je fais un point technique sur le marché action, la tech, l'IA, les grands indices US, où en sont les secteurs, voilà, et notamment ceux qui sont corrélés au cours du BTC. D'ailleurs, au passage, on va faire un petit focus rapide sur l'IA en bourse, qui est remonté tout en haut, qui est vertical, on dirait un jeton, un shitcoin. Les semi-conducteurs, est-ce que c'est cher? Est-ce que par exemple, on va prendre l'exemple d'NVIDIA, tenez, est-ce que NVIDIA est désormais trop cher en bourse ou pas? Et bien sûr, un point cyclique et technique et cyclique sur l'ami Bitcoin. Et bien sûr, je vais parler d'ETH et des alts. Allez, bienvenue. Nouvelle édition du CTB. Je dois me confesser à vous, chers amis, mon expérience personnelle dans l'investissement crypto, retour d'observation de tous les investisseurs crypto avec qui j'ai pu parler. Je sais les trois erreurs majeures qui sont faites et qui expliquent que la plupart d'entre eux ont un PNL crypto qui ne décolle pas. Tout d'abord, ne pas savoir prendre ses gains. Un gain est un gain, comme je dis souvent dans mes vidéos. Avez-vous pris vos profits quelque part entre 100 000 et 120 000 dollars? Savoir gérer ses émotions en bourse, ne pas se précipiter après 10 séances consécutives de hausse. Le FOMO, ça ne mène à rien. Et au contraire, ne pas céder, ne pas perdre ses nerfs, ne pas faire n'importe quoi au cœur de la peur. Alors que vous savez que les phases de bottom se construisent justement dans les phases de peur et de capitulation de la masse. Et enfin, ne pas entrer n'importe comment sur le marché, avoir une méthodologie d'entrée, de sortie, de gestion de son risque. Ces trois erreurs, au moins l'une des trois, deux sur trois ou les trois ensemble, c'est ne cherchez pas plus loin. L'explication de votre capital crypto qui ne décolle pas. C'est pourquoi nous avons créé chez Cryptost, avec Will, le patron de Crypto Stratège, le service Crypto Stratège, qui est un service d'accompagnement qui traite ces trois erreurs. Déjà avec un portefeuille piloté par notre algorithme. C'est un petit bijou, notre algorithme. Notification en temps réel. Un accompagnement méthodologique concret pour entrer, pour sortir du marché, pour gérer son risque. Un accompagnement individuel avec notre avocat fiscaliste, notre notaire et notre conseiller en gestion de patrimoine. Chers amis, vous avez en description de cette vidéo un lien vers une autre vidéo. Ça prend 10 minutes. C'est de l'alpha pur. Prenez le temps de l'écouter. Will, le patron de CryptoStratège, vous présente notre service. C'est notre service premium. Nous ne pouvons pas faire mieux. C'est la meilleure façon de rider le prochain bullrun crypto avec une maison sérieuse qu'est Cryptost. Alors à bientôt sur CryptoStratège. Vous avez vu les amis comme je deviens massif, force de faire du crossfit tous les jours. Ouais, c'est parti, on arrête les bêtises. Au passage, oui, merci d'être hyper présent, de rester avec moi dans les temps forts, dans les temps faibles. Et au passage, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour indiquer la crypto que vous souhaitez que j'analyse en dernière partie de vidéo. Avant, il y avait un sondage, maintenant on passera par la section commentaires. Donc lâchez-vous, balancez tous les cryptos que vous aimez. Je pense celle qui revient le plus souvent. Allez, c'est parti, on attaque. Tiens, au passage, le retour du M2, il a été archi précis. Le M2, le fameux M2, vous savez, le M2, là, pour le coup, toujours projeté de la même façon, hein, donnait le bottom début février. Alors, du coup, si on le suit, ça veut dire que mi-mai, là, on est en reprise et que la reprise devrait atteindre son potentiel max mi-mai, peut-être au contact de la SMA 200, 83, 84 000 dollars.
Bon, on arrive, hein, dites-vous bien une chose, hein, 83, 84 000 dollars, on arrive sur la frontière entre fin officielle du bear market. Ce serait alors le tout premier bear market aurait duré la même temps. Si vraiment là on a fait la fin du bear, le tout premier, il faut remonter à 2011 pour avoir un bear aussi court. Mais c'est quand même pas le scénario dominant. Alors même s'il y a des choses positives qui arrivent, notamment le Clarity Act, je vais en parler tout de suite, mais voilà, on arrive sur les autres frontières. Bon, ça, je vais en parler pour un certain nombre de raisons. Alors commençons par le commencement, commençons par le Clarity Act. Le Clarity Act, j'en parle souvent. Pourquoi j'en parle à nouveau? Parce que la validation de Kevin Warsh à la Fed, c'est quasiment fait. Le vote en commission bancaire a été fait. Il n'y a plus qu'un vote en session plénière. Juste après, les sénateurs ont déjà commencé à bosser dessus, la commission bancaire. C'est le Clarity Act. C'est le game changer crypto. C'est l'argument, je ne vais pas vous dire l'assurance, parce qu'il ne faut jamais dire ça, mais c'est l'argument béton armé du prochain cycle bull. Alors rassurez-vous, pas de stress, hein, le prochain cycle bull, il va se développer. Le bottom, c'est cette année, et 2027-2028, pour la target finale 2029. Et ça va s'appuyer sur ça, l'institutionnalisation. En fait, vous imaginez pas à quel point c'est lourd, c'est des milliards qui arrivent. Il y a déjà les ETF, vous les connaissez, il y a BlackRock. Vous savez qu'il y a Morgan Stanley, maintenant, il a son ETF. Goldman Sachs a déposé sa demande d'ETF. Toutes les autres banques arrivent, Bank of America, etc. Derrière, eux, ils vont pitcher leurs clients. Mais surtout, le Clarity Act, c'est enfin la fin du stress réglementaire. Plus de flou juridique, plus de risque de poursuite, plus de coûts de conformité, plus rien, tout ça c'est fini parce que le Clarity Act US qui devrait d'ici fin mai, début juin être définitivement adopté par le Sénat US, c'est enfin un cadre légal pour Bitcoin et pour les alts. Ces satanés alts qui sont en bear market depuis 2022 pour la plupart parce que les instituts ils y vont pas. Ça, les boîtes pouvaient se faire poursuivre par la SEC parce qu'on ne savait pas si c'était un securities ou une commodities. Du coup, elles vont être classées dans les commodities, ce qui est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins d'obligations, etc. Ça va être un peu comme le gold finalement. Donc, si vous voulez, le fait de classer la plupart des jetons en commodities et pas en SEC, c'est la fin du flot juridique. C'est donc derrière, plus de stress juridique, derrière les institutions sérieuses peuvent envisager de mettre les cryptos dans leur allocation d'actifs, ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant à cause du stress juridique. Derrière, ça permet aussi aux émetteurs d'avancer et aux banques même de lancer leurs propres ETF ou autres produits dérivés sur les cryptos, parce qu'elles auront enfin un statut juridique. Donc il y a tellement de choses. Si vous voulez, actuellement, officiellement, à part BlackRock qui disait qu'il fallait avoir 5% de son portefeuille en crypto, toutes les autres banques, elles disaient rien. Maintenant qu'il y aura un cadre légal, si toutes les banques US commencent à dire la même chose, ça va être incroyable. Donc l'accès institutionnel facilité, des flux, on parle de centaines de milliards de dollars. Attention, je ne vous fais pas rêver pour cette semaine ou demain ou après-demain. Là, c'est pour les 3-4 prochaines années. Liquidité, prix, innovation, adoption, compétitivité US et surtout donc le custody, la conformité, la transparence, la gouvernance, la cybersécurité, tout ça aura un cadre légal. Mais le plus important, c'est ça. Le fait que la plupart des jetons vont être classés en commodities et non en securities. D'autre part, le Clarity Act va aussi donner un statut juridique à la DeFi, la finance décentralisée, c'est ce qu'il y a de plus tangible au sein du marché des alts, emprunter de l'argent, prêter sur la blockchain, donc un système bancaire parallèle, mais sur la blockchain, qui là était complètement opaque, et là il aura un statut légal officiel, enfin, vous imaginez derrière. C'est tout ça, c'est massif. Donc le prochain cycle, les alts, elles vont, je dis pas qu'elles vont faire comme 2020-2021, mais elles feront beaucoup mieux que ce qu'elles ont fait sur 2023-2024, beaucoup mieux. Ça, d'ici mi-juin, c'est validé. Donc là, d'ici le 15 mai, Kevin Warsh est validé à la tête de la Fed. Ensuite, le comité bancaire du Sénat US passe là-dessus pour finaliser. Il y a encore un problème sur le rendement des stablecoins. Dès qu'ils se sont mis d'accord, on est bon. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et alors, ça explique peut-être un peu le court terme, mais là, vraiment, on se projette. C'est le game changer structurel, si vous voulez. Bon, le marché action, écoutez, le marché action, il est tout en haut. Le marché action US est tout en haut. Le S&P 500, donc, qui nous a fait une remontada verticale, c'est très similaire à ce qui s'était passé ici avec la reprise qui avait suivi les premiers accords commerciaux, nouveaux records historiques. Sauf que si on fait ces nouveaux records historiques, en réalité, c'est grâce à la tech. C'est grâce à la tech, c'est grâce au secteur de la tech qui est lui revenu sur ses records historiques, mais c'est même plus précisément grâce au secteur des semi-conducteurs. Regardez-moi ça, regardez-moi ce graphique hebdomadaire, ça c'est une bougie égale une semaine. Voilà, on voit à peine la baisse de la guerre en Iran et poum, ça paye derrière. Parce que les résultats des semi-conducteurs, les Micron, les Nvidia, les SK Hynix, la demande en IA, la mémoire vive IA,
Ça explose, ça envoie des milliards dans tous les sens, des milliards de dollars. Oh là là, on aimerait bien les avoir dans notre poche, mais non, mais c'est ces boîtes qui les ont. Heureux à la fois les salariés de ces boîtes-là, heureux les actionnaires. Moi, je connais quelqu'un qui travaille chez Google, enfin quelqu'un, c'est... Bref, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, bon, pas ce point-là quand même, qui travaille chez Google, gros salaire depuis 10 ans, des actions Google chaque année dans le programme d'intéressement, si vous voulez, dans le plan d'épargne, dans le plan d'intéressement, boum, laisse tomber. Ah, heureux les actionnaires et les salariés de ces boîtes-là. Donc c'est ça qui pump à mort. En fait, si vous retirez donc là, c'est sur les grands compartiments de la tech. Si vous retirez les semi-conducteurs, on n'est pas remonté si haut, mais quand même, nous sommes sur les records historiques. Donc ça envoie du pognon, ça envoie du cash, ça envoie des perspectives de profit incroyables. On ne croirait pas qu'on vit dans un monde en guerre et dangereux géopolitiquement. Quand on regarde l'IA, les semi-conducteurs, la demande, elle est tellement... Quand on parle de la demande IA, je ne parle pas de ChatGPT, de Claude, etc., les fameux agents conversationnels. Oui, c'est important, ça c'est ce que vous voyez, mais derrière, le gros du gros, c'est la demande. Il y a des entreprises, le big data, le traitement des data, le traitement des données, et derrière, on peut faire des choses intelligentes. C'est pourquoi ça construit des data centers partout. Et derrière, eh ben, il faut des GPU IA. Et donc, si on a besoin de GPU IA, il faut de la mémoire vive IA. Et il y a un goulet d'étranglement, il y a une pénurie pendant 3, 4, 5 ans, parce que ça prend du temps de construire des usines qui construisent, qui fabriquent cette mémoire vive IA. Bref, c'est une asymétrie industrielle qui fait que ça garantit du chiffre d'affaires, de la demande, de la croissance, etc., 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 du décalage offre-demande. Bon, donc le marché action, il est tout en haut. Alors que, bon, je ne vous refais pas tout le laïus géopolitique, mais je l'ai tellement fait que vous connaissez par cœur les baromètres du risque géopolitique, il n'y a pas d'apaisement. Éventuellement le gaz, il n'y en a pas sur le pétrole, il n'y en a pas sur l'urée. Le détroit d'Ormuz, il n'y a pas un bateau qui passe, même si de toute façon ça va finir par réouvrir. Mais voilà, les marchés ils sont fous. Ils sont fous complètement. Ils sont fous complètement. Donc, tant qu'il n'y a pas de reprise des combats, en fait, voilà. Donc c'est boule. Voilà, pour l'instant. Voilà, il ne faut pas que le S&P 500 réintègre ça, mais effectivement, c'est vrai que c'est assez... it's impressive. Et effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que l'IA et Nvidia, par exemple, est-ce que ces secteurs sont à nouveau chers en bourse? Alors que le marché est tout en haut, hein. Je vais vous montrer l'action Nvidia. L'action Nvidia, voilà, le truc, voilà, le machin, là, ça échoue sur les records, mais on va prendre un peu de recul, hein, voilà. Bon, le truc est quand même tout en haut. La boîte est quand même tout en haut. Attendez, je vous montre Micron. Regardez Micron, leader mondial de la mémoire vive IA. Ah, il y a mieux que les cryptos, les amis. Hein. Alors ça, c'est pas une crypto. Hein. C'est Micron, ça pèse 500 milliards de dollars. C'est le leader mondial de la mémoire vive IA, qu'on appelle HBM. Voilà. Il y a 1000 fois mieux à faire sur les actions que sur les cryptos, je suis d'accord. Surtout ces trucs. Alors, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est trop tard, c'est mort. Je peux pas acheter, c'est beaucoup trop cher. Mais qui nenni, détrompez-vous, c'est pas cher. Je parle fondamentalement. Comment on valorise ça? On prend le prix en bourse et on compare aux perspectives de profit. Et ces valeurs-là, malgré le fait qu'elles soient verticales, sont encore dans le bas du tableau en termes de cherté relative. Tellement les perspectives de profit sont incroyables. C'est-à-dire, on va prendre le secteur des semi-conducteurs. On se prend le secteur, et je regarde la colonne du PE Forward, le prix en bourse comparé aux perspectives de profit. Eh bien, Nvidia n'est qu'à la 9e position, elle a un PE Forward de 17. Un PE Forward de 17, c'est rien. C'est rien du tout. Tenez, on va regarder l'ensemble du S&P 500. Tesla, c'est 160. Tesla, c'est 160. Attendez, je vais vous prendre des grosses boîtes du dos, comme ça vous allez voir. Voilà, Walmart, c'est 40. Boeing, c'est 50. Apple, c'est 30. Donc Nvidia, Micron, ils sont qu'à 15, 17. Alors que ces titres sont super hauts en bourse, eh bien, ils sont pas chers en termes de valorisation. Donc ça, effectivement, c'est l'explication principale que dès qu'il y a un choc externe, alors là, c'était la guerre commerciale, là, c'était la géopolitique, ça paye direct. Ça se précipite pour payer tant qu'il y a des perspectives de profit qui sont complètement incroyables. Et si vous regardez d'ailleurs de manière générale la valorisation du secteur tech US, vous avez là le PE classique et là le PE chiller. Donc dans les price earnings, retenez qu'il y en a 3. Il y a le PE classique, vous connaissez, prix du marché par rapport aux bénéfices des 12 derniers mois. Le PE chiller, prix du marché par rapport aux bénéfices des 10 dernières années. Retraité de l'inflation, comme ça on évacue l'aspect prix. Et le PE forward, pour moi c'est... Alors,
c'est celui qui compte le plus, même s'il peut y avoir un côté doigt mouillé, c'est le prix du marché par rapport aux bénéfices anticipés des 12 prochains mois. Prenez les trois, on n'est pas sur les records. Il y a de l'upside partout. Donc, et le PE forward n'est pas cher. Alors que je vous ai montré où étaient ces actions. Donc imaginez, lorsqu'on était au bottom de fin mars, elles étaient vraiment devenues cheap, comme disent nos grands amis anglo-saxons. Un peu moins nos amis, ça dépend des périodes. Mais bon, globalement, voilà. Alors, donc, effectivement, tout ça, c'est quelque chose qui est globalement en soutien du marché. Donc oui, je vais passer à Bitcoin, mais là, si vous voulez, dans l'immédiat, dans les facteurs géopolitiques, dans les facteurs, on voit mon joli micro-ondes derrière et mon lave-vaisselle. Donc, attendez, je le cache avec ma tête. Bon, voilà. Donc, oui, vous avez la géopolitique, bien sûr, ça, c'est l'actu, c'est quotidien. Et vous savez, il y a des discussions de l'ombre à travers le canal Oman, Pakistan, etc., en vue d'aboutir à un mini-deal de réouverture du détroit d'Ormuz sans pour autant avoir un accord total sur le nucléaire. Donc, il y a ça qu'il faut bien sûr toujours continuer à surveiller. Le cas qui serait compliqué, c'est reprise des hostilités directes entre Iran et États-Unis. Là, bah, ça va dropper. Ensuite, vous avez l'aspect politique monétaire, Kevin Warsh. Normalement, Kevin Warsh, c'est cette semaine ou début de semaine prochaine et qui sera validé officiellement en tant que patron de la Fed. Et donc, dès le 16 mai, dès le samedi 16 mai, c'est lui le patron de la Fed. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si Jérôme Powell va rester au FOMC ou pas. S'il reste, il y aura conflit parce qu'il y aura finalement deux présidents à la tête de la Fed, même si au fait Powell sera plus président, il gardera de l'influence. Mais on ne sait pas s'il va rester. Il y a une pression malade pour qu'il dégage. Et ensuite, il y a l'aspect donc Clarity Act, dont je vous ai parlé pour les cryptos, qui doit arriver juste après. Clarity Act, je ne veux pas vous vendre du rêve. C'est bien sûr un argument hyper bullish pour le moyen long terme, pour le prochain cycle. Maintenant, ça ne garantit pas que Bitcoin ne retrace pas une dernière fois, n'aille pas faire un dernier bottom, etc. Alors justement, il faut qu'on voit les choses maintenant sur le plan technique et cyclique sur notre ami BTC. Déjà, pourquoi est-ce qu'on se reprend? C'est le short squeeze. Je crois que ça fait maintenant 3 semaines, un mois que dans chacun de mes CTB, je parle du short squeeze. C'est ce qui s'est passé. Le short squeeze doit être différencié de la fin du bear. Donc, je m'explique. Là, vous reconnaissez la courbe de Bitcoin en blanc. Regardez la courbe de Bitcoin depuis octobre dernier. La chute, l'orange, la chute, et là, notre reprise. Donc, vous reconnaissez ça, hein, vous reconnaissez ça. La chute 126K, l'orange, la chute, et donc là, tout le monde voyait le même range, tout le monde voyait le drop à 50K. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Par un processus de positionnement. Vous avez en vert les données de funding. L'histogramme vert, le funding, c'est les positions longues. Retenez ça, je simplifie à mort. Là, ce sont les frais de financement sur les contrats futurs perpétuels. Mais vous ne prenez pas la tête. L'histogramme, quand il est vert, ça veut dire que ça paye. Sous zéro, ça short à mort. Regardez dans le range fin janvier, ça payait à mort. Quand ça paye à mort, le marché contrarien prend les stops des longs. Et là, depuis un mois, non seulement ça paye pas, mais ça short à mort. Et des positions short comme ça, la dernière fois qu'on les a vues, c'était fin 2022, faillite d'FTX, fin d'Uber. Boum, qu'est-ce qui se passe? Ça liquide. Et ben là, regardez, ça liquide, ça liquide, ça liquide, ça liquide des positions short. Donc ce que je veux dire par là, et d'ailleurs c'est la même chose sur ETH. Sur ETH, ça se reprend aussi un peu moins parce qu'il y a aussi des longs. Mais il y a un max de short sur ETH. Vous connaissez la courbe d'ETH depuis octobre dernier. Par rapport au range de janvier, ce range-là, il y a quand même il y a des shorts. Là, il n'y avait pas de short. Là, il y a un max de short à effet de levier. Je ne parle pas du short de sport, je parle des positions short, des positions vendeuses. Donc, voilà. Alors, donc cette reprise-là, c'est le short squeeze. C'est pas non plus c'est pas des achats offensifs. Alors, si il y en a sur les ETF, effectivement, depuis le début du conflit, c'est surprenant les inflows qu'il y a sur les ETF Bitcoin Spot US. Et ça, ça montre un positionnement institutionnel. C'est vrai que Bitcoin, là, a dépassé le prix réalisé court terme en analyse qui est à 79 000 dans tous les bears du passé. Jamais, très peu longtemps, on dépassait le prix réalisé court terme en analyse on-chain. De toute façon, c'est pas à jour, hein, c'est 78, là, 8, mais on est maintenant au-dessus. Donc là, on arrive, si vous voulez, à decision time. On arrive à la frontière. Il va falloir faire le choix entre définitivement acter que le bear est fini ou, eh bien, en fait, on construit encore le bear. Le choix, c'est quoi? Tous les bears du passé ont échoué à la SMA 200. Dans tous les bears du passé, prenez par exemple l'ancien bear ici, voilà, c'était archi propre. Le rebond à la SMA 200 et on est reparti. Par contre, quand on la refranchit pour de bon et qu'elle change de pente, c'est la fin officielle du bear. De la même façon, si vous vous mettez en données hebdomadaires système Ishimoku, la Kijun, je les ai tous repris. Tous les bears du passé étaient couverts par la Kijun Weekly.
tous les bears du passé étaient couverts par la Kijun Weekly, et je reviens ici sur mon graphe H4 où j'ai mis la Kijun Weekly, elle est à 83,5, 83,5, et vous avez là la résistance des 85. Donc 83, 84, ce sera decision time, frontière. 83, 84, on rejette, c'est fini. C'était juste un short squeeze et on continue de construire le bear. Peut-être qu'on fera donc ça, on rejette et on va venir refaire un double bottom plus tard sur 60K et vraiment, définitivement la fin du bear. Où on expose tout ça, on refranchit ça et c'est officiellement la fin du bear. Franchir la Kijun Weekly, franchir la SMA 200, c'est officiellement la fin du bear. Me direz-vous, ça colle pas en temps et en prix. Alors, en prix, j'ai eu l'occasion de vous montrer que ça collait selon certains indicateurs techniques, notamment l'incroyable et déroutante efficacité du RSI Weekly, ça je vous en ai déjà parlé, ou encore l'incroyable et déroutante efficacité du Bitcoin Cost of Production, qui bah là nous refait la même en fait. Alors là c'est dingue parce que bah on est ressorti. C'était à chaque fois les signaux de fin de bear. Donc alors, ça peut être retest, mais c'est assez bluffant. Donc effectivement, donc voilà. Attention, pour l'instant on est encore sous la SMA 200. On est sous on va voir déjà la SMA 200. On va voir déjà ce qui se passe avec la SMA 200. Là, ce sont les moyennes mobiles, exponentielles. Pour l'instant, c'est du short squeeze. Alors après, me direz-vous, mais on n'a pas atteint les objectifs habituels de bear market, qui étaient autour des 50K. Rappelez-vous tous les modèles on-chain que je vous ai montrés. Il peut y avoir une explication à ça, c'est que rappelez-vous, l'ancien bull run n'avait pas atteint les moyennes de top de cycle historique. Donc finalement, il peut y avoir un raisonnement de dire que comme l'ancien bull run n'avait pas atteint, souvenez-vous, au T4 de l'année dernière, ce qu'on pouvait attendre de lui, eh bien finalement, du coup, c'est un petit bear. Comme on n'a pas eu un gros bull, alors gros bull, bien sûr, je parle gros bull run, gros bull market, et pas ce à quoi vous avez sûrement pensé, eh bien, je me fais... putain, comment j'ai pu sortir ça? Donc comme on n'a pas eu un gros bull market au T4 de l'année dernière, eh bien, du coup, ça peut coller qu'un petit bear. Et d'ailleurs là, c'est vrai que lorsqu'on compare la moyenne intercycle, donc rappelez-vous ce graphique que je vous montrais souvent, là il est parfaitement à jour, finalement on est dans la zone basse, donc, mais ça veut dire peut-être qu'on va faire un truc comme ça, revenir un peu comme ça, et ensuite repartir en 2027. Moi, 2027 ce sera bullish, c'est tout ce que c'est. Maintenant, voilà, est-ce que là on fait genre ça, hop, on réchoue, on fait un double bottom et on repart, ou est-ce que vraiment on est reparti pour revenir chercher la moyenne, on recoule avec elle, on repart, bon. Ensuite, derrière, à partir de 2027, c'est reparti pour 2-3 ans de folie. Mais effectivement, il pourrait y avoir l'explication du fait que si on n'a pas fait un T4 de malade, c'est peut-être pour ça qu'on fait un petit bear. Alors, un petit bear, est-ce que ça colle en durée? Vous savez, là, nous sommes à 211 jours depuis le début du bear market. Le précédent, le bottom avait été fait 220 jours. Il y avait eu la chute d'FTX à 376, avec la divergence haussière wiki d'ailleurs, mais c'était le phénomène exceptionnel. Prenez le bear de 2018, il a duré 1 an. Le bear de 2013, 1 an. Mais le tout premier, avant le halving, d'ailleurs avant le premier halving, le tout premier bear avait duré entre 125 et 155 jours. Entre 125 et 155 jours. Et donc, si nous, on dit que le bear a été fait début février, ça faisait 150 jours. Donc, si vraiment, mais franchement, c'est pas le scénario que je privilégie. Pour moi, là, franchement, la SMA 200, 83-84, ça peut échouer. Ça peut être la fin du short squeeze. Ça peut être la fin du rebond. Mais imaginons que ce soit pas le cas et qu'on se dise, merde, ça tient pas la route sur le plan temporel. Du coup, c'est la fin de cette durée moyenne du cycle dit de 4 ans. Eh bien, justement, où est-ce que c'était où est-ce qu'il était mon graphique de... Voilà, c'est ça. Et bien, en fait, si on a fait la fin du bear ici, on aurait quasiment la même durée que le tout premier bear. Mais pas la même durée que les 3 derniers qui avaient duré 1 an. Donc, alors, en fait, quand on parle de bear market qui dure 1 an, on a 3 occurrences. On a 2022, on a 2018 et on a 2013. Puis là, il y avait 2011, mais qui était avant le halving. Donc voilà, maintenant c'est ça. Moi franchement, je me dis même le Clarity Act, etc. Après, quand on regarde je vous ai montré tout à l'heure le M2. Quand on regarde le M2, ça nous dit que ça rebondit jusqu'à mi-mai avant d'échouer. Donc là, ce qui est aussi possible.
ce qui est tout à fait possible, c'est que jusqu'à mi-mai, on aille chercher 83-84 et qu'on échoue et qu'on aille retracer pour aller faire un bottom de bear un peu plus en accord avec les durées moyennes des 3 derniers. Bon, enfin, vous voyez, c'est... En tout cas, decision time, on arrive sur des points clés. Le RSI weekly à 50. De toute l'histoire de Bitcoin, il n'y a pas une exception. Le redépassement du 50 weekly, c'était la fin du bear. Là, on est dessus, donc c'est decision time. Decision time, et c'est surtout la SMA 200. La SMA 200, la Kijun weekly. La SMA 200, elles sont au même niveau, elles sont à 83-84. Donc là, on va voir. Et c'est franchement, ça peut tout à fait échouer ici. Ça peut tout à fait échouer ici. En tout cas, là, pour le moment, c'est un processus de short squeeze. Et moi, je ferai ça tous les jours. C'est vrai que tant que je vois un max de position short à effet de levier, et c'est encore le cas ce matin, je me dis, bon, le truc peut chasser un peu plus haut. Le machin peut chasser un peu plus haut. Voilà, et donc pour ETH, où est ma petite ETH, elle est là. Pour ETH, bah, c'est la même chose en fait. Donc bon, je ne refais pas le topo que le marché est dans une zone basse, on sait très bien. Bon, il a retracé 78,6 de un peu, quasiment 78,6. Le précédent bear avait retracé pile poil 78,6. Là, c'était 1717, on s'en est approché pas vraiment. C'est vrai que l'idée, c'est que ça pouvait faire peut-être encore un dernier bottom, ce qui est encore possible, mais bon, on voit bien quand même que c'est une zone archi basse sur le moyen long terme, en envisageant que sur le prochain cycle, il ira enfin chercher les 6 ou les 7000. Maintenant, là, la reprise, elle est de même nature que Bitcoin, c'est-à-dire que si vous prenez les données de positionnement à effet de levier, là, vous aviez le range qu'on avait fait entre novembre et janvier, le range qu'on a fait ici entre novembre et janvier, on est sorti par le bas. Pourquoi? Parce que pendant tout le range, ça payait à mort et qu'on a pris les stops des longs. Et là, à la différence de Bitcoin, on voit qu'il y a quelques positions longues à effet de levier, mais il y a surtout un max de short. Vous les voyez, il y a un max de short. Donc là aussi, ça prend les stops. Ça les prend, mais de manière moins nette. Ça les prend de manière moins nette. Et pareil, la moyenne mobile à 200 jours est ici. Donc là, de toute façon, le truc va suivre Bitcoin. Le machin va suivre Bitcoin. Non, mais j'aimerais bien vous donner la réponse. Hein, j'aimerais bien, mais je ne sais pas en fait. Ce que je sais, c'est qu'il y a le short squeeze. Ce que je sais, c'est que ça se reprend et on comprend pourquoi. Ça s'institutionnalise. Il y a le Clarity Act qui arrive. Ce que je sais, c'est que d'un point de vue du cycle de 4 ans en termes de timing, ça colle pas, sauf si vraiment on match avec le tout premier bear, mais c'était un bear avant le premier halving qui a eu lieu en 2012. Après, effectivement, l'on peut se dire que ça peut coller parce que l'ancien bull run n'avait pas fait les objectifs de bull. Donc du coup, bah, n'ayant pas fait les objectifs historiques de bull run, et bah, du coup, on a un petit bear. Bon, au final, il y a plein d'arguments dans les deux sens. Restons simples, regardons les frontières techniques. Et moi, je situe cette frontière technique entre 83 et 87. Réexploser à la hausse tout ça, il va falloir l'admettre. Le bear est fini. Et on aura eu un tout petit, et ça repart déjà pour un nouveau cycle. Rejeter, avoir une semaine de rejet sous cette résistance 83-85, derrière, nous savons que le marché reviendra tester ses plus bas de dernière fois pour un scénario de double bottom, et là, s'inscrire parfaitement avec le timing des 3 précédents bears. Donc, eh bien, c'est ce que nous verrons, chers amis. Et voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté. Salut.